Bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième conférence. Le titre, c'est les solutions du groupe Telis hébergées dans notre Monaco Data Center. Vous allez voir des solutions innovantes. J'ai le plaisir de recevoir Thierry Leray, que vous connaissez. Tout le monde connaît Thierry Leray, qui est le directeur général et président délégué du groupe Telis. Raphaël Sanchez, qui est là, vice-président Kyndryl France. Il nous dira ce que c'est tout à l'heure. Stratégie Business Développement. Moussa Zagoud, EVP Cloud Business, fondateur de Rainbow. Je sais que tu vas en parler tout à l'heure. Et nous avons Marion Solaire, directeur général d'Actis. Et puis quelqu'un, stop guest, comme on dit, etc. Comme tu m'as dit tout à l'heure, Thierry, une Star is Born. On aura un exemple de client qui est Madame Elisa Alberto, qui est la fondatrice de la société EcoSlow Wastin. Très bien. Alors, peut-être on démarre par Thierry. Thierry, tu veux nous rappeler qui est Telis, ton évolution, tout ce que tu fais depuis maintenant combien d'années sur Monaco? C'est 22 ans et c'est 25 ans bientôt. On aura le plaisir de fêter avec vous. Un petit rappel, donc Telis, c'est une start-up qu'on a créée en 2000. Notre métier est toujours la transformation digitale et on a amené les premiers réseaux IP en principauté de Monaco avec les activités que vous connaissez de création de réseaux IP convergés, etc. Et puis ensuite, nous avons créé une filiale qui s'appelle Actis, que dirige brillamment Marion Solaire, pour y traiter la problématique de la donnée, aussi bien au niveau de sa conformité que de sa restitution, que de sa sécurité. Et puis au fil du temps, avec quelques exemples sympathiques comme la Freebox en France, on s'est dit on va créer EasyBox, qui est devenue une société, EasyOne, qui aujourd'hui est une société de développement d'applications multimédia. Puis on avait besoin d'un outil qu'aujourd'hui on connaît bien. On avait besoin tout simplement de stocker beaucoup de données en principauté. Donc on a fait le pari en 2010, et puis vous allez voir, je vais vous passer un petit film. On a fait le pari de créer le premier data center en principauté de Monaco. C'est le petit logo vert. Alors un petit rappel 10 ans en arrière. Écoutez, je vous en prie. Allez. Au départ de notre Monaco Data Center. C'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Telis inaugurait mardi soir son Monaco Data Center à l'auditorium Régnier 3. Une salle de 180 mètres carrés destinée à l'hébergement d'infrastructures et de services cloud sur un réseau privé hautement sécurisé. Les conseillers de gouvernement Marie-Pierre Gramaglia et Jean Castellini étaient présents pour l'occasion. Avec l'explosion des données numériques, ce premier Green Data Center à Monaco est une offre supplémentaire d'hébergement au niveau national. Particularité de ce Green Data Center à Monaco, le refroidissement de l'infrastructure informatique puisque la salle exploite le système de pompage à eau de mer de l'auditorium. Un système complété par des panneaux solaires et la solution de climatisation de précision de Schneider Electric. Un équipement à faible consommation d'énergie afin de favoriser le développement durable. Ce Monaco Data Center est entré en production depuis 2 mois, potentiel total de stockage 4500 téraoctets. Voilà, donc en fait en 2010, on a fait le pari de créer le premier data center éco-responsable. 10 ans après, finalement je pense que l'histoire nous a donné raison. Alors qu'est-ce que l'on fait au travers de cet outil? On a 3 grands pôles de services. Un premier qui est l'hébergement de systèmes d'information de nos clients. Certains d'entre vous y sont déjà. Un deuxième pôle qui est particulièrement drivé par Actis, qui est la conservation des données, le stockage de la donnée. Et puis un troisième pôle, Digital Power. On a créé il y a 10 ans la première centrale du numérique pour fournir des services qu'on appelle SaaS aujourd'hui. Et 10 ans après, il était tout à fait normal de mettre en commun notre savoir-faire et nos solutions avec le cloud souverain, avec Monaco Cloud. Donc la nouveauté de cette année, vous l'avez vu dans la presse, nous avons signé un partenariat réciproque avec Monaco Cloud, dans lequel on héberge, on est le 3e site d'hébergement de Monaco Cloud. Et puis de l'autre côté, les 3 sociétés du groupe Telis vont créer, déposer des services et commercialiser de nouveaux services avec l'ensemble de leurs partenaires qui sont ici présents. Et je pense qu'on va maintenant pouvoir bien les présenter. Voilà. Merci. Tu viens de faire un lancement extraordinaire, là, c'est parfait. Combien il y a de... Je t'embauche. Combien de collaborateurs de cette start-up maintenant?
Alors Télis, on a démarré à 3, on est 80 aujourd'hui dans le groupe. Toujours indépendant, toujours libre, très important pour nous. Notre fonds de commerce, c'est vous, nos clients et nos partenaires ici présents. Voilà, ça n'a pas changé. Belle boîte. Bravo. Très satisfait. Bravo. Merci. Merci Thierry, Raphaël. Alors tout à l'heure j'ai dit, mais Kyndryl, qu'est-ce que Kyndryl? Et pourquoi un partenariat avec Télis? Qu'est-ce que vous apportez mutuellement? Et puis surtout pour les clients. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors Kyndryl, c'est quoi? On est dans une situation assez singulière puisqu'on va fêter notre premier anniversaire dans un mois. Donc on est une jeune société, mais avec une particularité, c'est qu'on est expérimenté dans la mesure où en fait on est le produit de la scission avec IBM. IBM a souhaité se recentrer sur ce qui les a fondés, les assets, c'est-à-dire du logiciel, du matériel et leur cloud. Et puis, ils ont décidé de se séparer de leur activité de service, c'est-à-dire du conseil, de la mise en œuvre et des opérations, qui est devenue la société Kyndryl. Donc, on aura un an d'ici un mois. Et nous, notre métier, c'est à la fois des talents, des femmes et des hommes, qui implémentent, conçoivent et opèrent lorsque les clients souhaitent nous confier tout ou partie de leur infrastructure, de leur cloud. Et c'est le cas également pour le Télis, on a vraiment un grand plaisir à pouvoir opérer. Et puis, on a également nos propres assets physiques. On a 460 data centers nous-mêmes. Donc, on est le premier opérateur de cloud privé, un métier qu'on connaît bien. Et puis, on a notre réseau privé qui nous permet d'interconnecter ces data centers, ceux de Télis, et puis ceux de nos amis hyperscalers. Alors, nous, notre métier, il est très, très simple. C'est le cloud. On est issu du monde de l'infogérance depuis une trentaine d'années. Donc, on a construit beaucoup de cloud privés. Ensuite, on est arrivé dans la deuxième génération du cloud, c'est-à-dire les amis hyperscalers. Donc, on a passé beaucoup de temps ces 4 dernières années à faire des moves to cloud, soit chez AWS, Azure, etc. Et puis aujourd'hui, on évolue dans un environnement hybride, multi-cloud, et c'est ça notre métier. Donc c'est à la fois de réaliser des projets, mais également les opérer pour le compte de nos clients. Super. Alors la relation, le partenariat, peut-être il y a encore des choses, non? Il y a beaucoup de choses. Et allez-y, vous avez le temps. On vous donnera quelques illustrations, mais je pense que le partenariat est important. Aujourd'hui, on fait face à un monde où les clients souhaitent absolument reprendre le contrôle finalement sur leurs opérations. Les hyperscalers, les clouds publics, ils sont venus avec un savoir-faire, des technologies, c'est absolument génial. Mais il y a une notion de souveraineté, et donc c'est un vrai sujet demain pour une société comme Kyndryl mondiale qui souhaite travailler sur le territoire monégasque. Et là, vous l'avez vu dans la vidéo de Thierry, ça fait sens de pouvoir travailler aux côtés de Télis. Et puis de la même manière, la plupart des clients sont internationaux. Donc conjuguer les assets de Kyndryl et ceux de Télis permettent de couvrir, on va dire, un périmètre géographique mondial. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et par rapport au cloud, donc il y a le contrôle, la sécurité, le cloud native. Et toutes ces dimensions-là, on pense que notre savoir-faire peut apporter, sur la base des bons assets, des réponses globales à nos clients et j'espère bien aux clients monégasques. Donc c'est la raison pour laquelle on est là et pour laquelle on travaille avec Télis. Donc en synthèse, Kyndryl propose c'est 30 ans d'expérience, c'est 100 000 collaborateurs, donc 30 000 experts dans l'univers cloud, avec une notion multi-cloud. Ça, c'est extrêmement important, des clouds souverains, des clouds durables, des clouds publics, des clouds privés, et puis surtout une approche de co-création, c'est-à-dire qu'on est là, on construit des solutions demain avec nos clients pour pouvoir les co-gérer avec eux et faire en sorte qu'ils soient rassurés par rapport au contrôle de leurs opérations. Voilà. Juste un mot, ce qui est important, c'est que dans les objectifs que nous avons pour certains de nos clients de la principauté de migrer leur système d'information dans le cloud souverain, il est important pour nous de nous adosser sur l'expertise d'une société comme Kyndryl. On se connaît depuis des années. Tu parlais d'IBM, ça fait 22 ans qu'on travaille avec IBM. Donc il était normal qu'on s'associe pour pouvoir vraiment amener la meilleure expertise sur ces migrations qui sont très complexes. Voilà. Justement, tu dis, c'est normal qu'on s'associe pour apporter la meilleure expertise, mais pour une entreprise, quel est comment te dire, le surplus de valeur que vous allez apporter? Je dirais notre valeur ensemble, c'est de donner les meilleures garanties de cette migration qui doit se faire sans interruption de service, ce qui va de soi. Si on est tout seul, on est tout seul. Quand on est plusieurs, on est souvent mieux épaulé, et surtout avec des gens d'expérience, surtout sur des sujets comme ça. On ne peut pas se permettre d'arrêter des sites stratégiques ou même n'importe quel client en principauté parce qu'on a décidé ou il a décidé de faire une migration dans le cloud. Voilà. Oui, les migrations cloud sont bien plus complexes qu'on l'imagine. C'est-à-dire que ça nécessite un travail de préparation énorme. Migrer une application d'un point A vers un point B, il faut en définir
bien en comprendre les raisons. Pour quelles raisons on va faire ça? Est-ce que c'est pour des raisons fonctionnelles? C'est-à-dire j'ai besoin d'une application plus moderne et qui a besoin de la flexibilité, l'élasticité du cloud? Est-ce que c'est pour des raisons humaines? Je n'ai plus les compétences chez moi pour administrer finalement mon informatique et donc je vais m'appuyer sur quelque chose d'automatisé et opéré entre guillemets par d'autres, par le fameux nuage. Est-ce que c'est des raisons économiques? Je dois mettre à jour mes systèmes d'information. Est-ce que je dois passer dans un nouveau modèle? Et donc, une fois qu'on a déterminé la raison, encore faut-il pouvoir le faire. Est-ce que je vais l'envoyer à droite, à gauche? Est-ce que je vais l'envoyer chez AWS? Est-ce que je vais l'envoyer chez Telis parce que j'ai besoin de souveraineté, de sécurité, de contrôle sur mes datas? Donc, on va devoir définir la cible. Est-ce que mon application est prête ou pas à être migrée? Quel effort ça demande? Est-ce qu'il faut que je retouche l'application ou est-ce que je peux l'envoyer directement? Dans combien de temps? Donc, ça demande un travail vraiment certain. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner sur la base des assets Telis l'ensemble de cette expertise pour concevoir au départ les différents chemins, pour pouvoir le réaliser et puis transférer la compétence, la connaissance pour pouvoir gérer ces nouvelles applications qui seront dans un nouvel environnement et qu'on espère voir grandir dans les installations Telis. Voilà. Quels sont vos cibles clients? Je dirais la cible client, c'est le client qui répond aux critères dont tu as parlé. Raphaël. Chaque fois dont tu as parlé, Raphaël, c'est que il faut être éligible, donc éligible au niveau effectivement des personnes, des outils, du modèle économique, etc. Donc il n'y a pas de client type. Il va y avoir des clients pour lesquels ça va être facile parce qu'ils sont équipés, parce qu'ils sont dans cette philosophie, parce que la conduite du changement pour eux va être plus simple. Mais il n'y a pas vraiment de client type. C'est une réflexion interne à avoir sur une transformation digitale du système d'information, une externalisation aussi de certains équipements. Donc voilà, donc ça va être le travail qu'on va faire ensemble avec nos clients. Quand tu dis éligible, ça veut dire quoi? Vous arrivez, vous faites une étude, soit vous, Raphaël, ou toi, Thierry? Oui, complètement. Mais ça veut dire, déjà, ça c'est notre job locaux d'échanger avec nos clients. Il y a certains de nos clients qui vont nous demander, nous aimerions migrer tout ou partie de notre système d'information. Ou alors, pas question, parce que physiquement, on a envie de voir nos machines dans nos salles serveurs, etc. etc. Donc, il y a un travail d'analyse, mais qui n'est pas un audit complexe, qui est un travail d'analyse de l'existant, de là où on veut aller, de la cible, du futur, voilà, par rapport aux problématiques, comme disait Raphaël, des coûts d'éditeurs, de mise à niveau logiciel, etc. Et puis, une fois que ça s'est fait, si vraiment on est dans une logique de vouloir migrer, à 1 an, à 2 ans, à 3 ou 5 ans, à ce moment-là, avec Kyndryl, on va dérouler une étude, on va phaser tout ça, on va aussi préparer le plan B parce que on n'a pas le droit à l'erreur, donc il y a tout un tas de scénarios qui doivent être préparés et c'est comme ça qu'on va procéder. Super, merci Thierry. On est dans le titre de la conférence, c'est le titre de la conférence, comment il s'appelle déjà? C'est les solutions voilà, de Telis. Je cherchais le titre. Les solutions de Telis. Bien, je repose encore une dernière question et après je donne la parole à Moussa. Moi, en tant que client, par rapport à ces solutions que je tenais de Telis, etc., le partenariat avec Kyndryl, je repose la question, mais qu'est-ce qui va m'apporter encore de plus? Tu lâches rien, toi? Non, je lâche pas. Je lâche pas parce que, comme je suis une PME, je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Je dirais que, encore une fois, il va apporter une mise en œuvre plus rapide aussi. D'accord. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'a Kyndryl au niveau international, c'est clair qu'il y a du vécu, il y a des modèles qui sont réplicables en principauté. On va moins découvrir certaines problématiques en faisant bénéficier nos clients de l'expérience qu'un groupe comme Kyndryl. Voilà. Quand on a fait des gros réseaux à l'époque en 2001 avec IBM, c'est simple, on les aurait jamais fait sans IBM à cette époque-là. On a fait des très gros réseaux avec Alcatel-Lucent, notamment au niveau du gouvernement et autres. On les aurait non plus jamais fait sans ces grands constructeurs. Donc voilà, on est plus fort à plusieurs. Voilà. Ça. Oui, et puis je pense que faut pas oublier une chose, on parle de la production informatique de nos clients. Quand une société aérienne nous confie son informatique, c'est que les avions décollent à l'heure. Oui. La SNCF, c'est que les trains partent à l'heure. C'est que CMA, les bateaux arrivent à quai. Donc c'est hyper important, c'est extrêmement sensible. Et puis, qu'est-ce qu'on y met dans le cloud, si ce n'est les data? C'est le trésor de nos clients, c'est le pétrole du 21e siècle.
Donc c'est quand même une information et des sujets extrêmement sensibles. Et donc il n'y a pas le droit à l'erreur, il faut que ça marche. Et c'est là où notre association peut faire sens, entre Télis et puis notre expertise. C'est une garantie, quoi. Voilà, il y a aussi un point important, c'est que dans l'engagement qu'on a pris avec Monaco Cloud, on a un cahier des charges d'un opérateur de service homologué. Nous, on est passé 27001. On finit HDS en fin d'année. Donc, on est dans une cartographie où le cahier des charges est beaucoup plus complexe. Il est plus sécure. Et pour ces raisons-là, Kyndryl est très important pour nous en termes de collaboration par rapport à ces objectifs qu'on a fixés, à la fois envers nos clients et envers Monaco Cloud. Voilà. Super. Absolument. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Vous, merci. Bien, alors prochainement, je ne sais pas quand, tout de suite certainement, Moussa, Rainbow Hub. Alors, tu peux nous en dire quelques mots de Rainbow Hub? Bonjour à tous. Alors peut-être avant de vous parler de Rainbow Hub, je peux peut-être dire 2 mots sur Rainbow, puisque j'ai eu la chance d'être là l'année dernière où j'ai commencé à présenter ce que c'était. Rainbow, c'est simplement une alternative aux géants américains, les Zoom, les Teams que nous connaissons tous et qui sont devenus des outils indispensables durant le Covid, puisque les plus récalcitrants d'entre nous à la transformation se sont mis à ces outils digitaux et il est important d'avoir une alternative. Pourquoi il est important d'avoir une alternative à des solutions de communication, de collaboration à la Zoom et à la Teams? C'est parce qu'aujourd'hui, Rainbow est la seule solution non américaine à être au même niveau de service, au même niveau de qualité et au même niveau de déploiement. On est présent sur les 5 continents, on a 22 data centers dans le monde dans lesquels on déploie Rainbow et c'est important en tant que client, si vous êtes amené à faire une transformation ou à utiliser ces solutions, de pouvoir avoir une alternative. Alors pourquoi pourquoi est-ce que le fait d'être non-américain est important? Il y a une notion extrêmement, vitale aujourd'hui autour de la souveraineté. Je pense que tout le monde en parle, mais on voit bien que les derniers mouvements géopolitiques nous poussent à prendre cet élément de façon sérieuse. Et Rainbow est tout simplement pas assujetti au Cloud Act. Alors, c'est quoi le Cloud Act? Le Cloud Act, c'est simplement une loi américaine assez ancienne et qui continue et qui oblige tous les usagers des solutions de communication, de collaboration du type Teams, Zoom, Facebook ou autre, finalement d'exploiter vos données. Il faut comprendre que l'exploitation des données n'est pas simplement le terrain de jeu de Facebook. C'est le terrain de jeu de toutes les sociétés, effectivement assujetties à ce Cloud Act-là. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous faites une action sur Teams ou Zoom, vous permettez l'accès à vos données, soit directement, soit indirectement. Et donc, on est dans des domaines où l'information, c'est finalement ce qui est le plus important, puisque c'est la connaissance. Et donc, à une époque où chacun essaye de quelque part de se cloîtrer par rapport à ce qui se passe malheureusement dans le monde, c'est important de pouvoir avoir une solution de ce type. Et de ce point de vue-là, on n'est absolument pas timide, puisqu'on a été, en 2019, cité au Magic Quadrant de Gartner sur 13 solutions, 12 étaient américaines, et on était la seule à être effectivement européenne. Alors, je parlais tout à l'heure de 22 data centers. Il faut savoir que parmi les 22, il y en a un qui est le data center de Télis, dans lequel on a implémenté une solution Rainbow il y a 2 ans, je crois, ou 3. Et effectivement, dans le souci aussi de pouvoir mettre à disposition une solution souveraine, d'une certaine façon, et là, avec le Rainbow Hub, qui est l'extension des fonctionnalités de Rainbow, qui vont amener beaucoup plus de choses autour effectivement, de la cloud téléphonie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement implémenter ce Rainbow Hub dans le cloud souverain de Monaco pour continuer d'amener des services qui sont du même niveau que les Américains, avec une problématique de gestion de données qui est au cœur de ce qu'on fait, puisque finalement la donnée, elle vous appartient, ou elle m'appartient à moi si je suis usager. Et donc on annonce effectivement l'extension de Rainbow Hub cette année avec Télis dans le cloud souverain. Voilà un résumé peut-être un peu long, mais je voulais être exhaustif. Non, mais je vais encore te poser des questions dessus, t'inquiète pas. Juste un complément, c'est que quand même, je parle d'américains, mais les sociétés américaines comme Kyndryl implémentent Rainbow chez ses clients. Alors je disais justement, tu posais une question tout à l'heure sur pourquoi Kyndryl. Il faut savoir que Kyndryl et Alcatel-Lucent ont un partenariat aussi stratégique qu'on a signé récemment. J'ai eu la chance de le signer avec Philippe Roucati, qui est le patron
France, et Raphaël est le digne représentant de la société aujourd'hui. Dans la transformation digitale dont tout le monde parle, tu en as parlé, on en parle tous, il y a une composante importante, c'est la confiance. C'est comment moi, usager, ou moi, entreprise, j'engage ma transformation en confiance. À qui je confie cette tâche? Et donc, on ne peut pas confier cette tâche à n'importe qui, si je puis dire. On doit pouvoir confier ça à des gens qui connaissent le métier, qui ont une expérience, une crédibilité, et un vrai lien vertueux entre Telis, Alcatel-Lucent, et pour le coup Telis, le fameux triumvirat, qui nous permet de voir l'avenir avec plus de sérénité. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut des précisions sur Rainbow? Personne? Ah, moi, je voudrais bien. Ils connaissent tous. Oui, ils connaissent tous, dis donc, c'est fabuleux ça. Tout le monde connaît Rainbow? Ah, c'est fabuleux, extraordinaire. Bon, bah écoute, t'as fini alors. Donc, je peux rester là quand même. Rappelle-nous un peu ce qu'est Rainbow. Ah. Donc je disais juste que tout à l'heure, Rainbow, effectivement, ce qu'il faut comprendre. Durant le Covid, on a tous vu qu'il y a deux éléments fondamentaux dont on a besoin. Je parle de nos domaines, bien entendu. C'est la connectivité et la collaboration. Encore une fois, 100% des équipes, en tout cas chez nous, ont dû, en 24 heures, 48 heures, rester à la maison, pouvoir avoir accès à tous les services de communication comme si on était au bureau. Donc ça, c'est ce que fournit aujourd'hui Rainbow. Donc c'est une solution de communication qui offre de la collaboration, de la vidéo, bien sûr de l'instant messaging, tout ce que vous connaissez et qui vous permet de travailler. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où il y a un différenciateur clé avec des solutions du type, encore une fois, américaine. J'ai rien contre, mais c'est juste pour donner un exemple. C'est que Rainbow permet de connecter un écosystème existant. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de transformation vertueuse. Si vous êtes une entreprise et que vous avez déjà un système de communication existant, eh bien, on ne va pas vous demander de tout jeter à la poubelle et de prendre autre chose. Bon, déjà, il y a des considérations, je dirais, purement environnementales. On a des choses qu'on doit pouvoir réutiliser. Donc, il est bon de pouvoir continuer à utiliser ce qu'on a installé, mais aussi de pouvoir faire cette transformation. Donc, du coup, on connecte un système existant qui est dans l'entreprise et on lui donne la capacité d'aller vers le cloud, c'est-à-dire effectivement d'amener des services de mobilité, de vidéo, etc., mais tout en conservant un écosystème existant. Et enfin, Rainbow est, je dis toujours, est une machine à relation, c'est-à-dire qu'elle permet de mettre un lien entre les humains, en tant qu'usagers de la solution, mais aussi des objets. Et on sait aujourd'hui que les objets connectés deviennent de plus en plus, je dirais, faisant partie de nos vies, professionnelles ou voire même privées. Et enfin, connectent des process. Donc, in fine, si on dit ça, on est capable de construire des cas d'usage extrêmement puissants, relativement simples à comprendre, pour justement continuer à aller dans cette transformation. Je vais vous donner deux exemples rapides. Premier exemple, vous êtes dans un hôpital, on est dans un contexte d'hôpital, et dans un hôpital aujourd'hui, quel que soit l'endroit, je ne parle pas forcément de Monaco, mais il y a une gestion du matériel qui doit être la plus précise possible. Vous avez des brancards, vous avez des stéthoscopes, vous avez un certain nombre de machines, et le temps est important. L'idée, c'est de dire comment je peux utiliser les outils digitaux pour retrouver en 2 secondes où se trouve tel et tel ou tel matériel dans le bâtiment et aller le chercher et de pouvoir soigner les gens. C'est un vrai problème qu'on voit dans les hôpitaux. Et en tout cas, quand on a commencé ces usages, moi je pensais que les hôpitaux étaient très équipés et que tout ça c'était digital, ça fonctionnait très bien. En fait, pas du tout. Et donc il y a énormément de choses à faire dans la connectique grâce aux IoT et à ce que fait Rainbow pour aller détecter effectivement où sont les différents matériels. Deuxième point rapide, c'est vous êtes dans une université. Ce que je vous dis, c'est des vrais cas d'usage qu'on implémente déjà aujourd'hui. Ce n'est pas de la science-fiction ou du marketing. Vous êtes, notamment là, on le fait pour le coup avec une université américaine, vous avez des boutons dans les salles de classe. Et quand il y a quelque chose qui se passe qui peut être un peu dangereux, l'élève peut simplement appuyer sur le bouton, une espèce de panic button, et automatiquement, on crée un environnement de collaboration dans lequel on injecte toutes les personnes qui vont pouvoir traiter le problème. Ça peut être la police, l'hôpital, le président de l'université, et en un temps record, on est capable d'amener le contexte aux gens qui décident, de leur permettre de communiquer entre eux, de prendre des décisions et de régler le problème. Donc tout ça, finalement, milite pour avoir une solution qui permet d'aller au-delà de la collaboration pure. Ça, finalement, ça devient une commodité importante, mais ça devient une commodité. Comment aller chercher des usages? Et je finirai par dire que ce qu'on constate après avoir fait tous ces cas d'usage, c'est qu'il y a une seule valeur commune. Je parlais tout à l'heure de la confiance, mais elle passe surtout par la gestion du temps. Comment est-ce qu'on gère le temps? Comment est-ce qu'on permet aux gens de raccourcir les temps de process, de décision? Et finalement, j'arrêterai là, pour permettre aux gens de ne pas être amenés à se battre avec la technologie, mais la technologie doit être là pour les aider dans leur vie quotidienne.
Dans tes deux exemples, tu parles quand même de grosses structures. Pour les PME qui sont le cœur de l'économie monégasque, qu'est-ce qu'on peut faire avec Rainbow? Parce que si je t'entends bien, Moussa, on se connaît depuis maintenant 2 ans, mais toutes les entreprises devraient travailler avec Rainbow, Je quoi. le confirme. Ah, on est d'accord. Je le confirme bien. Pour les petites entreprises, on voit ce qui est intéressant dans la tendance de transformation. Il y a 10 ans, on pensait que les petites sociétés avaient des besoins très spartiates en technologie et les grandes entreprises devaient avoir des choses très complexes, très riches. Ça a changé. Aujourd'hui, une petite entreprise de 10 personnes a exactement les mêmes besoins de communication, de collaboration, le même niveau de qualité qu'une très grande entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, ce qu'on offre à une grande entreprise, on doit pouvoir le donner à une petite entreprise. Et dans le contexte du travail à domicile, qui se généralise, qui va bien au-delà, effectivement, de l'aspect purement sanitaire, aujourd'hui, ça devient un mode de vie ou un mode de travail. Rainbow se positionne clairement ici comme solution de remote working, pas forcément à la maison, puisqu'on a une logique de mobilité partout, ce qu'on peut même qualifier d'ubiquité, c'est-à-dire être à plusieurs endroits différents, garder le même numéro de téléphone, pouvoir collaborer et pouvoir finalement aussi avoir une maîtrise de ses coûts, puisque tout ça utilise des réseaux data, et je pense que Monaco commence à être bien équipé, et on peut effectivement, grâce à Rainbow, continuer à travailler dans n'importe quel contexte, n'importe quand et n'importe où. Bien, merci. Est-ce que vous avez déjà une question à Thierry ou à Moussa ou à Raphaël? Non? Oui, madame. Bonjour. Je voudrais savoir. Excusez-moi, madame, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Angelica Proxdamper, je suis consultante en communication. Très bien, merci. Je suis allemande et je sais que beaucoup de gens là ont plus le droit d'utiliser des produits comme Zoom, Microsoft, Skype et tout ça pour les protections de données. J'ai recherché pour voir où est-ce que Monaco va figurer parce que Monaco ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, où est-ce que vous êtes là dans ce système judiciaire protection de données? Merci, madame, parce que je devais passer la parole à Marion Solaire, vous êtes extraordinaire. Marion, La alors. transition était parfaite. Voilà, donc, en fait, ce qui se passe, madame, c'est qu'aujourd'hui, à Monaco, on a tout un écosystème juridique qui protège aussi les données personnelles, à un certain niveau, qui va évoluer demain, puisqu'on a un projet de loi qui est en cours d'étude pour protéger les données personnelles au même niveau que celui de l'Europe. Pour vous donner une idée, avec bien sûr des spécificités monégasques, mais tout ça sera en place demain en principauté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Alors, il y a déjà des systèmes qui sont en place aujourd'hui et qui obligent de toute façon les personnes, enfin les entreprises plutôt, à informer les personnes, à mettre en place des mesures particulières, notamment en cas de transfert de données. Ça existe déjà et ce sont des formalités à effectuer auprès d'une autorité locale qui s'appelle la CCIN, la Commission de contrôle des informations nominatives. Voilà. Oui, tu veux prendre la parole, Moussa? L'aspect juridique est très local, donc je n'y connais rien, donc merci de préciser. Par contre, la technologie, elle est prête. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a installé tout ce qu'il faut dans le data center justement souverain pour pouvoir répondre immédiatement à ces problématiques. Et au moins, ce qui est certain, c'est qu'en utilisant ces solutions-là, indépendamment du cadre juridique, vous avez déjà une protection vis-à-vis de fameuses solutions américaines dont vous venez de parler. Merci, Moussa. Alors, Marion, à toi. C'est quoi Actis? Quels sont les services dans Actis? Comment on protège tout ça? Avec un exemple peut-être aussi? Bien sûr, je te remercie Jean-Philippe. Alors, je vais en profiter justement pour revenir aussi sur le partenariat historique avec IBM dont parlait Thierry tout à l'heure, puisqu'en effet, Actis, elle a été créée, société qui a été créée en 2003, suite notamment aux attentats du 11 septembre et aux liens très forts qu'il existait avec IBM sur la partie continuité d'activité. Donc l'objectif premier d'Actis, c'était vraiment la protection de la donnée, la gestion de crise, la mise en place de sites de repli, donc activité que nous avons bien sûr toujours aujourd'hui et qu'on a fait évoluer depuis avec un ensemble de solutions, donc notamment autour de la dématérialisation, donc tout ce qui est coffre-fort numérique, dématérialisation des bulletins de paye, des factures, signature électronique, en gros tout ce qui permet aux entreprises d'optimiser leur travail et de permettre de collaborer mieux au sein des différents collaborateurs. Comme on a pu le voir suite à la question de madame, on a également évidemment tout un ADN autour de la protection de la donnée et du conseil, puisque l'objectif, c'est, au-delà de nos solutions,
c'est en termes d'humain, d'aller conseiller et d'expliquer comment les entreprises peuvent se prémunir davantage contre les cyberattaques, comment protéger les données personnelles de leurs collaborateurs et de leurs clients, tout ça avec à la fois des outils numériques, mais également un accompagnement et un conseil fort de la part de nos collaborateurs. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de solutions, parce que le but, effectivement, c'est d'échanger sur les solutions qui sont aujourd'hui présentes au sein du Monaco Data Center. Donc elles sont de divers ordres, vous le voyez à l'écran, à la fois des plateformes de dématérialisation, avec un de nos partenaires, notamment phare DocaPost, avec un outil de GED, donc de gestion électronique de documents, pour assurer un vrai échange au sein de l'entreprise et également en dehors, avec une solution de signature électronique également. Et enfin, encore une fois, des outils qui permettent d'optimiser le travail des collaborateurs, de dématérialiser des appels d'offres et encore une fois, toujours cet ADN de gestion de crise et qui permettent aussi de gérer, avec Jaguars notamment, une solution très pertinente sur la gestion de crise et la lutte, on va dire, contre les cyberattaques et surtout l'organisation et comment on va derrière s'en prémunir à la fin. Et tu voulais un exemple pratique, Jean-Philippe. Eh bien, en effet, on en a un, puisque les solutions que je viens de présenter sont bien sûr présentes sur le Monaco Data Center, mais on développe aussi nos services en tant que partenaire dans la droite lignée de ce qu'a fait Telis avec Monaco Cloud, et en l'occurrence le coffre-fort numérique qui est le socle en termes de sécurité, en termes de protection des données de l'ensemble de nos solutions. Et dans ce cadre-là, on est en cours d'implémentation, même en finalisation du coffre-fort au sein de Monaco Cloud, avec un premier client prestigieux qui est la CMB, qui va utiliser ces coffres-forts et les mettre à disposition de leurs clients. Et vous le voyez, on a ici plusieurs possibilités. Donc, on a posé la première pierre de ce magnifique partenariat et on continuera à travailler pour la principauté, que ce soit au travers du cloud souverain ou au travers du Monaco Data Center, toujours dans le même objectif, encore une fois, protéger les données et faciliter la vie des entreprises. Marion, bon, je signe avec toi. Avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir. J'ai un hôpital, par exemple, c'était l'exemple de Moussa, Oui. et un exemple qu'on a très récemment. Est-ce que tu peux m'assurer que je n'aurai pas un hacker qui va venir me piquer mes données? Alors, je vais t'assurer que je vais faire le maximum pour ça. Parce que je te mentirais si je te disais qu'à 100%, tu ne seras jamais attaqué, ce n'est pas possible. Par contre, avec les mécanismes qu'on a vus ensemble, je vais te protéger un maximum. Et par contre, ce que je vais te garantir, c'est que si tes systèmes ils sont touchés, on arrivera toujours à retrouver, avec une sauvegarde externalisée, avec un coffre-fort situé ailleurs, tu vas retrouver tes données. Très rapidement. Bien sûr. Très bien. Ça sécurise tout le monde? Tout le monde a un hôpital ici? C'est bien. Bien. Oui, vas-y. Juste pour compléter ce que disait Marion, ce qui est important pour nous et pour vos solutions, c'est d'essayer de maîtriser au mieux la chaîne complète qu'utilise la donnée, entre la production, le backup, etc., etc. Et pour répondre à ta question, plus on a la main sur la chaîne complète, mine de rien, et mieux on va en maîtriser un petit peu les risques et avoir en tête le plan B, le plan de rémédiation, le plan de secours, etc. Bon, à l'image aussi d'un Apple qui maîtrise ses composants, c'est important d'essayer de maîtriser un maximum des maillons de la chaîne. Je compléterai cette information par ce qui devrait se mettre en production, mais je laisserai Monaco Cloud, je pense, donner les dates. Mais il nous manquait un dispositif qui nous permet de garantir les données à plus de 200 km en cas de séisme notamment. C'est aujourd'hui un sujet que l'on traite par des systèmes de backup à froid, c'est-à-dire d'externalisation de disques sur d'autres territoires. On a des synchros avec d'autres sites en Europe, mais qui ne donnent pas la qualité de ce qui va être construit avec la Yambassi, qui nous permettra vraiment là de pouvoir avoir une réplication de nos données de la principauté au Luxembourg et donc dans une e-ambassade qui est en cours de déploiement. Effectivement, oui. Bon, la CMB, c'est quand même un établissement bancaire hyper reconnu à Monaco, donc ce n'est pas n'importe quel client. Pourquoi ils vous ont fait confiance? Pourquoi ils t'ont fait confiance? Pourquoi cette banque-là a dit je veux travailler moi avec Tactis? Alors, je pense qu'il y a deux raisons majeures à ça. La première, ça va être une raison de sécurité. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a aujourd'hui de plus en plus de normes, que ce soit 27001, que ce soit des homologations, le respect de normes auprès de la MSN, etc. Et ce qui est certain, c'est que la première chose, c'est qu'on leur garantissait une sécurité qui était optimale
en termes techniques et organisationnels, parce que là aussi, c'est primordial. La deuxième chose, ce sont les usages. Et c'est pour ça que je parlais de services. L'humain est primordial, mais il faut pouvoir mettre à disposition de ces entreprises des usages qui soient cohérents et qui leur permettent d'amener une valeur ajoutée à leurs propres clients. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, alors bien sûr en échangeant, en échangeant et en utilisant des outils performants, mais l'apport qu'on leur amenait par cette acquisition de coffre-fort les a suffisamment satisfaits, et c'est ça qui a fait que nous ont fait confiance. Et Marion, depuis ce matin, j'entends parler d'humain. Comment tu traduis ça? Comment chez Actis vous traduisez? Et là encore, tu viens de dire, c'est l'humain qui est important. Comment vous le traduisez, peut-être chez Télis aussi, ou chez Rainbow, chez Kindred, etc. Et après, je vais passer la parole à Elisa. Ouais, moi, je répondrais quelque chose de très simple. C'est comment on a progressé ces 22 dernières années. Quand on démarre, qu'on n'a rien, on a une imprimante et un PC et 0 client, comme je l'ai souvent présenté. Notre job, c'est d'écouter et de trouver les solutions pour répondre aux problèmes de nos clients. Donc, on a démarré par de l'humain, pas par de la technique, parce que quand vous êtes 3, vous sous-traitez tout. On sous-traitait à IBM, on sous-traitait à tout un tas de personnes qui, au fil des années, ont été intégrées dans le groupe Télis. Mais vous n'avez rien, vous n'avez que l'envie d'amener une solution à un client, collègue que vous connaissez et qui vous fait confiance. Donc là, vous creusez les ménages et vous êtes obligé de chercher comme un puzzle toutes les solutions, les meilleures, pour pouvoir répondre à son problème. Donc, et 22 ans après, ça n'a pas changé. Quand on a créé le data center il y a 10 ans, on va le fêter l'année prochaine, ça sera très sympa. Il y a juste des clients qui nous ont dit, mais moi, mes données, je veux les laisser à Monaco. Voilà. Et à cette époque-là, personne n'avait envie de répondre à cette problématique parce qu'il fallait mettre 1,5 million d'euros sur la table, chose qu'on a fait. Voilà. Et avoir la chance de trouver un bâtiment exceptionnel, des infrastructures, etc. Mais il y a eu la volonté de répondre à un client. Je peux le citer, il y en a eu 2, Compagnie Monégasque de Banque et le groupe Campari, voilà, qui nous ont vraiment éclairés sur ce sujet. Merci. Moussa, tu voulais parler? Non, mais non. Oui, non, oui, non. Tu as posé une question sur l'humain. Oui. En fait, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi la dernière fois. Ce qu'on a vu pendant le Covid, par exemple, on a vu que l'accès à la vidéo a beaucoup augmenté. Pourquoi? Parce que quand on est en communication, on a aussi envie en tant qu'humain de voir l'autre, de voir ses réactions et d'aller au-delà de la simple communication robotisée. Donc le côté humain a pris le pas sur la technologie durant cette époque-là. Et on voit aujourd'hui que la plupart des usages auxquels on a affaire, et on parle souvent de transformation, mais ça ne concerne pas que les usages, c'est aussi le rapport à la technologie. Aujourd'hui, on voit une prise de conscience, par exemple, du changement climatique. Donc la technologie nous impose, ou nous aide plutôt, à regarder cet aspect-là qu'on ne regardait pas peut-être de la même façon il y a 10 ans. Le temps qu'on passe au bureau, dans un environnement pro ou dans un environnement personnel, est devenu aussi extrêmement important. Donc les gens ont besoin de la technologie pour finalement être plus humains d'une certaine façon et vivre leur boulot de tous les jours avec plus de temps pour eux-mêmes, plus de temps pour leur famille, pouvoir être beaucoup plus flexible dans les horaires. Donc il y a le côté très humain, je pense, qui est arrivé depuis 5-10 ans, qu'on n'avait pas forcément dans le passé. Voilà. Juste pour compléter ce qu'a dit Moussa, le côté humain, vous pouvez le voir sur là où on expose en bas, par l'ensemble des partenaires avec lesquels nous avons des relations humaines depuis des années. Je vois nos amis de Cisco qui sont là, on a nos amis de Genetec. Alors on parle souvent et tout le temps de Microsoft, mais il n'y a pas que ça. La réussite des solutions qu'on est capable de mettre en place tient au travers de l'humain par une multitude d'entreprises qui, au fil du temps, ont de leur côté aussi recherché des solutions pour nous les apporter à nous, intégrateurs, pour qu'on puisse les assembler chez vous sur place. On ne prend rien, on n'invente rien, on ne fait que réfléchir et que être aidé pour vous aider. Voilà. Donc merci aussi à tous ceux qui sont en bas, qui n'ont pas eu la chance de monter, j'en vois quelques-uns, mais voilà, c'est toutes ces personnes avec qui on a construit enfin, je peux dire notre réussite du groupe et nos 22 ans de solutions. Voilà. Oh, une entreprise dynamique, optimisme, humaine, c'est sympa. C'est plutôt bien. Hein, ça fait 22 ans de développement. Alors, Elisa Alberto, vous êtes PDG, peut-être. Je voudrais introduire Elisa. Ah, vas-y. C'est une belle. Vas-y, parce que c'est ton client.
Tu vas pas me le piquer tout de suite quand même. Bon. C'est une belle histoire. Donc on a souhaité que Elisa vienne faire un témoignage parce que c'est une société extraordinaire qu'elle a créée, toute petite société, qui vient de s'implanter à Monaco, que l'on héberge dans le cloud souverain pour une partie, c'est-à-dire que une des applications, notamment mobiles, est en train d'être déployée pour pouvoir être mise à disposition de plusieurs entreprises. Et je vais laisser Elisa présenter sa magnifique société éco-responsable et extrêmement intéressante. Voilà. Merci Thierry. Bonjour à tous. Comme vous le savez, le gaspillage existe dans tous les secteurs d'activité. Il n'y en a pas un qui soit épargné par cette problématique. Rien que le gaspillage alimentaire est responsable à hauteur de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il était important pour Eco-Slow Wasting d'essayer de réduire au quotidien ce flot, cette problématique. Et comment? Alors, premièrement, grâce à une plateforme qui est locale, puisque Thierry disait implantée depuis peu sur Monaco, qui est spécifique à l'anti-gaspillage multisecteur. C'est donc une plateforme, un site internet qui est dédié aux utilisateurs et une application mobile réservée aux commerçants. Par ailleurs, l'application mobile a été développée par le groupe Telis, par Actis. Et c'est vrai que ça nous a changé le quotidien, mais surtout celui des commerçants partenaires, puisqu'effectivement, en quelques clics seulement, maintenant, ils peuvent avoir accès à leur espace vendeur en une seule interface, on va dire, avec la possibilité de créer des fiches produits pour poster facilement en ligne leurs offres anti-gaspillage du jour, de consulter, modifier les fiches déjà existantes, avoir accès à leur back-office et pouvoir vérifier leur historique des commandes ou même les commandes en cours, avoir accès aux notifications, au centre d'aide, etc. Donc, c'est plein de fonctionnalités que nous avons développées ensemble et mises au point avec les retours commerçants. Voilà. Donc, notre mission est vraiment celle de mettre en relation ces commerçants qui souhaitent s'engager dans cette démarche éco-responsable liée au zéro gaspillage avec pour vendre leurs invendus, leurs produits proches de la date de péremption, leurs stocks restants, leurs fins de série, avec des consommateurs conscients des enjeux de la planète et qui souhaitent faire des économies sur leurs courses sans perdre sur la qualité, puisqu'il s'agit de produits encore tout à fait consommables et utilisables. Donc, c'est vraiment une solution gagnant-gagnant pour tous. Et d'ailleurs, les 4 piliers, les principes fondamentaux, les valeurs d'Eco-Slow Wasting, c'est bien je réduis le gaspillage, je préserve l'environnement, je fais des économies et je prends soin de l'humain. Parce que finalement, c'est ça. Et aujourd'hui, nous comptons environ 6000 utilisateurs et une centaine de commerçants. Et nous sommes fiers déjà de compter des commerçants monégasques de renom. Et c'est sûr que l'objectif ultime de la plateforme est celui de pouvoir fédérer tous les commerçants monégasques et participer à notre échelle, bien évidemment, aux objectifs que la principauté s'est fixés en signant l'accord de Paris, qui est le traité international sur le réchauffement climatique, qui vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moins 50% d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est la première partie de l'activité d'Eco-Slow Wasting. Après, il y a une deuxième partie, pour terminer. Non, mais allez-y. Hein. Ouais. Merci. Et c'est les accompagnements pour tendre vers un mode de vie durable via des ateliers, des animations, des conférences, du consulting. Pour les professionnels, donc les institutions, les écoles, les entreprises privées, les restaurants, les hôtels et les particuliers. Donc en fait, j'ai mis au point des programmes justement pour répondre à ce défi qui est de répondre à une écologie concrète et profitable.
Donc, je pense que c'est qu'ensemble et en agissant pour la transition écologique à Monaco que nous parviendrons à un changement vraiment positif. Oui, vas-y. J'ai une question pour Elisa. Elisa, je voudrais que tu expliques concrètement ce que tu m'as raconté de ce que tu fais, notamment quand au niveau du marché de la condamine, quand au marché de la condamine, finalement, vraiment que explique-nous dans le détail. Je suis le commerçant, je suis au marché de la condamine, il me reste des tomates, des salades, etc. Et tout le processus jusqu'au bout, avec la vitesse à laquelle ça va, avec l'économie que ça fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Oui. Jusqu'au gâteau que tu fais avec les épluchures de légumes, ce qui est aussi Je très suis sympa. commerçant et moi, je suis consommateur. Oui. Hein, Oui, en effet, il y a on propose 3 formats pour les commerçants. Donc, en fait, ils ont la possibilité de poster en ligne leurs offres anti-gaspi sous forme de box détaillées, de box surprises et des produits uniques. Donc, en fait, tous les commerçants, que ce soit les commerçants du marché de la condamine, mais même les supermarchés, les épiceries, les boutiques, etc. Enfin, tous, vraiment tous les métiers, tous les secteurs d'activité sont les bienvenus sur la plateforme. Maintenant, c'est vrai que le gaspillage, c'est lui alimentaire, on le voit tous les jours. Donc, il y a effectivement principalement des commerçants dans l'alimentaire présents sur le site actuellement. Et ils postent leurs offres via des box. Donc, ils mettent tout ce qui peut être les invendus du jour, les produits proches de la date de péremption, pour essayer de leur donner une deuxième vie et un prix, bien évidemment. Ils postent ça avec un prix très réduit. Donc, ça séduit bien évidemment les utilisateurs qui, en plus de faire un geste pour la planète, parce qu'ils sauvent des produits qui seraient autrement perdus, eh bien, ils font des économies et tous ensemble, on participe à aussi quelque sorte d'économie circulaire, hein, parce que rien n'est perdu, rien n'est perdu, tout se transforme, tout se revalorise. Alors, je vous cherche. Quel est le nom de votre appli? EcoSlow Wasting. Ah, j'ai fait Slow Wasting, c'est pour ça que je ne oui, EcoSlow Wasting. Tout le monde l'a téléchargé? Alors, ça y est, hein? alors, je disais, pour les commerçants, l'application mobile est réservée aux commerçants, justement pour leur faciliter la vie, pour leur donner davantage envie d'adhérer à cette initiative volontaire de l'anti-gaspillage. Et après, il y a le site internet qui, celui-là, est réservé, on va dire, dédié aux utilisateurs aujourd'hui. Alors, les développements futurs, c'est de généraliser ce type de plateforme au sein du cloud souverain, puisque la démonstration qu'a faite Elisa dans son application et dans son mode de fonctionnement, cette solution est réplicable dans un grand nombre de métiers qui, eux aussi, produisent beaucoup de déchets et de gaspillage, quoi. Absolument, tous les secteurs d'activité, effectivement. Alors, Elisa, pourquoi Telis? Eh bien, parce que... Pourquoi Telis? Alors, pourquoi Telis? Parce que c'est une société locale, déjà. C'est très important de rester local. Et puis, c'est une société de renom qui n'a plus de publicité à se faire. Donc, pour moi, c'était une garantie que, effectivement, l'application, elle allait être développée rapidement et qu'elle soit derrière efficace. Et puis, même avoir un soutien même après. C'était fondamental pour moi de pouvoir travailler avec cette société. Elle est modeste, Elisa, parce qu'en fait, on est allé la chercher, surtout. On est allé la chercher parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on s'est dit, mais ce qu'elle est en train de faire en France, ça doit être à Monaco. Donc on est allé la chercher, on l'a aidé à s'implanter en principauté, puisque maintenant elle a une SARL monégasque. On l'a aidé à développer, mais on est allé la chercher parce qu'elle avait un très grand talent qui répondait à une problématique monégasque pour les raisons qu'elle a évoquées, mais on est surtout allé la chercher. Et elle a accepté Vous étiez où avant? D'être chez nous. À Menton. Oh, c'est pas très loin. Mais c'est l'étranger quand même. Donc la TVA maintenant est en principauté de Monaco. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a des questions? C'est passionnant. Passionnant avec Moussa, Marion, Thierry, Raphaël, Elisa. Jean-Philippe.
Non, moi, je suis là que vous vous passez la parole. Et une question. Une question. Non, laissez pas comme ça. Ah, monsieur. Merci, bonjour. Je suis Gérard K, je suis en charge de l'antenne de Caposte en principauté et partenaire d'Actis Telis. Moi, j'ai une question sur la partie utilisateur. Vous avez dit 6000 entreprises ont déjà adhéré à votre plateforme. Non, 6000 utilisateurs. Ah, utilisateurs. Voilà. 100 entreprises, Et c'est ça. à peu Commerçants près une plutôt. centaine de commerçants. Ouais. D'accord. Et dans le pays voisin, vous collaborez avec des groupes comme la place des services ou la place des marchés du groupe La Poste, par exemple? Vous dites pour la Poste? Oui, par exemple, oui, La Poste qui se diversifie, qui accompagne dans les secteurs. Il veut récupérer le marché à la Poste en France, notre Non, ami c'est pas Gérard. ce que Il est j'ai- très fort, il est très Non, fort. non, c'est C'est pas trop ce que j'ai- tard, c'est pas Gérard. ce que j'ai dit. Maintenant, c'est une SRL monégasque, ça se passe à Monaco. Elle veut faire de l'export. Oui, non, c'est extrêmement intéressant, effectivement. Et donc, c'est 6000 utilisateurs. Et donc, les commerçants, vous avez répondu ou pas? Une centaine. Une centaine. Aujourd'hui, oui. Très bien, d'accord. Merci. Mais Gérard, en fait, transfère-nous toutes ces applications dans le cloud souverain comme on est en train de le faire. Ils sont pas loin, voilà, il y a Guillaume qui est là. D'ailleurs, on va se voir. Et puis, je pense qu'on va pouvoir développer ça. Non, mais c'est une très très belle initiative. Et j'aurai plaisir à vous présenter la responsable de la place des marchés du groupe La Poste dans le pays voisin, à qui vous devriez très très bien vous entendre. Voilà. Et avec Télis, vous avez travaillé avec quel service en fait? Actis. Actis, avec toi. Avec toi. Voilà, d'accord. l'équipe de Marion m'a Alors, pour expliquer, c'est que parce que bon, dans Actis, on a une équipe de développeurs qui sont formidables, qui travaillent pour des connecteurs, notamment pour tout ce qui est dématérialisation, etc. Et cette même équipe de développeurs ont un grand talent pour certains développements comme celui qu'on a mis en place pour Elisa. Donc, c'est vrai que bon, l'objet social. Et c'est pas une question d'Actis, oui, c'est parfait, mais c'est la même équipe de développement qui a trouvé les bonnes solutions. Voilà. Et la prochaine étape, c'est Rainbow alors? Ou c'est intégré déjà? Ou c'est déjà intégré? Alors, c'est une très bonne question. Les mêmes équipes, il faut quand même savoir, si on rentre dans le détail, on a des équipes de développement chez Actis, chez Telis et chez EasyOne. Donc, il y a une parfaite complémentarité. Pour Rainbow, on fait le même job. On développe des connecteurs pour s'intégrer dans des environnements comme Teams, des environnements avec Cisco, sur certains appliances. Voilà, donc en fait, on va adapter des produits étagères, je dirais, des éditeurs, dans des environnements, l'environnement de nos clients. Voilà. Donc la société aujourd'hui, elle a deux métiers. Hein, Oui, elle a deux métiers, ce que vous avez décrit tout à l'heure. Hein. On comprend bien le premier métier, qui est la relation entre les commerçants et des utilisateurs, les commerçants qui veulent vendre des invendus, des produits qui vont être périmés, et des consommateurs qui veulent acheter des produits un peu moins élevés en coût. Et puis mais c'est la qualité, c'est la même. Et la qualité, c'est la même, bien sûr. Oui. Et la deuxième partie de votre métier, c'est de faire du conseil, du coaching, des conférences sur quel domaine? L'économie d'énergie, l'économie de anti-gaspi. C'est en fait le zéro déchet. C'est tendre vers un mode durable, donc que ça soit en termes d'anti-gaspillage et zéro déchet. Donc ça touche vraiment tous les domaines, hein, que ça soit personnel ou professionnel. Et par ailleurs, j'ai donné une conférence il n'y a pas très longtemps pour le compte de la mairie de Monaco au marché de la Condamine, justement pour sensibiliser les deux marchés de la Condamine et de Monte-Carlo. Donc, ils étaient une trentaine de commerçants qui ont répondu présent. Ça nous a fait très plaisir. C'est le genre de choses qui donne énormément d'espoir pour notre territoire. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils se sentent impliqués. Et puis, le fait de les sensibiliser déjà en prendre conscience de ce qui se passe, c'est déjà très important. Et puis aussi, comment mettre en place des actions, des éco-gestes quotidiens pour réduire concrètement et durablement le poids de nos poubelles, tout simplement. Parce que finalement, c'est très simple. Le réchauffement climatique, ce sont tous les déchets que nous générons même au quotidien. Donc, si on arrive à réduire les déchets, automatiquement, on va pouvoir réduire le changement climatique. Et vous allez faire des vidéos pour ça? Des vidéos? Des vidéos sur votre site?
Des tutos, Pour des tutos, oui, des choses Oui, comme ça. j'en Ouais. faisais Ça y est, déjà. vous les faites ensemble? Vous avez une activité? C'est dans la suite, c'est Ouais, prévu, c'est bien sûr. super, génial. Oui, après, pour l'instant, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de recettes, de tips Ouais, anti-gaspi et tout ça. Mais c'est vrai que je pourrais écrire un livre sur toutes les. Ah, Moi, j'ai une question à Elisa et à Marion. J'aurais- Je vais mettre le bazar. Je voudrais savoir si on peut recycler des données. Tout se transforme. Eh bien, ça dépend. Figurez-vous que ça dépend, puisque non, il y a deux objectifs. Soit on veut conserver la donnée un certain nombre d'années, le plus longtemps possible, pour pouvoir ensuite l'archiver. Voilà, soit on lui donne une deuxième vie, mais dans ce cas-là, on va surtout réutiliser le matériel qui était le socle de cette donnée. Non, mais la donnée, elle vit, la donnée. Donc, soit elle vit, et dans ce cas-là, on l'utilise et on la réutilise. Soit elle meurt, on la supprime parce qu'on respecte le RGPD. Voilà. Bien. Merci Marion. Merci. Merci Marion. Allez, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ne regrettez pas tout à l'heure de ne pas avoir posé la question. Personne. Tu peux nous donner une recette de gâteau à base de déchets d'épluchures, Elisa? Oui, Voilà, mais- c'est cadeau, c'est cadeau. Prenez, c'est gratuit. Alors, effectivement, en plus de la conférence pour les commerçants, j'ai fait un atelier pour les gens, voilà, au marché de la Condamine. Donc, on avait réalisé des boulettes de falafel d'épluchures de patates douces et de carottes. Et c'était exquis, franchement. Et puis, un dessert, on avait fait des energy balls à la peau de betterave. Voilà. Donc, rien ne se perd sur les légumes. On connaît souvent les super aliments qui viennent de l'autre bout de la terre, mais il faut garder à l'esprit que les humbles épluchures, les tiges, les fans, les racines, les feuilles, etc., gardent tous les éléments, donc les oligo-éléments, les vitamines et les minéraux qui sont essentiels à notre santé. Donc, c'est vraiment dommage de les gâcher finalement. Ouais. Et puis même, ça enlèverait même le fait de pouvoir cuisiner 100% anti-gaspi, ça enlèverait même le problème du compostage finalement, parce qu'on composte les épluchures, etc. Mais quand on sait cuisiner anti-gaspi, limite, on n'a même plus besoin d'avoir un compost. Et la boucle est bouclée. Merci Elisa. Si je comprends bien, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai demandé à Elisa combien ils étaient de collaborateurs. Elle me dit, je suis toute seule. Pour l'instant, oui. Ça veut dire, non mais c'est intéressant, ça veut dire que Télis, ils sont capables d'aller sur des grosses structures, CMB et d'autres structures, etc., encore plus grosses, mais aussi d'aller sur des startups. Et on pense à notre recyclage. Et oui. Et donc c'est intéressant pour nous tous, les dirigeants de VME. Une question? Pas de question? Alors je vais donner la parole à chacun d'entre vous pour finir avec Thierry. Moussa, une conclusion? Allez, puisque moi je fais des conférences sur l'optimisme, allez, sur l'optimisme, allez, on est optimiste. Comment tu vois l'avenir? Comment tu vois l'avenir de Rainbow? Je savais qu'il ne fallait pas que je pose ton regard à l'instant. Non, mais l'avenir, je pense, il est dans le fait de pouvoir en fait prendre en main notre destin technologique. C'est ça ma conclusion. Aujourd'hui, la technologie, les données, ça devient un élément très important. On parle de santé. Si on n'a pas la donnée, c'est difficile de gérer la santé des gens, par exemple. On parle de climat, c'est difficile de gérer le climat si on n'a pas les données. Donc, c'est très important de maîtriser notre avenir technologique et de maîtriser aussi le maîtriser pour nos enfants et les générations à venir. Donc, moi, je suis optimiste puisque on a souvent tendance en Europe à s'auto-flageller en disant qu'on n'est pas beau. Moi, je pense qu'on est très bon, sauf qu'on ne le dit pas. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de le dire. Faut oser le dire. Raphaël, alors? Ouais, moi, je pense que notre avenir, il est ensemble. On parle beaucoup de durable, ça c'est très bien. Et je pense que c'est assez chouette de bosser avec Alcatel, Télis, voilà, la naissance de sociétés incroyables. Et je pense que c'est ça le vrai sujet. On parlait pas mal de B2C, de B2B, on parle de E2E, donc d'everyone to everyone. Et je pense que c'est ça le sujet. Demain, c'est des écosystèmes qui travaillent ensemble et les relations changent. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc ça nous rend optimistes. Merci Raphaël. Marion?
Et moi, je suis optimiste aussi, et optimiste sur de manière générale ce qui se passe en principauté. Puisqu'on a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années autour du numérique, avec Extended Monaco, avec tout ce qui a été développé, le cloud souverain plus récemment également. Et je suis optimiste de voir que tout le monde trouve sa place au sein de cet écosystème monégasque et que tous ensemble, finalement, on fait progresser la principauté et montrer qu'on est et qu'on peut être et qu'on est une des nations qui compte au niveau du numérique en Europe et dans le monde. Merci beaucoup, Marion. Elisa. Pareil, je suis très très optimiste pour l'avenir et c'est vrai que c'est qu'ensemble qu'on va pouvoir changer la donne finalement et donner l'espoir. C'est très important de donner toujours l'espoir pour les générations à venir. Merci. Thierry, tu peux être fier, on se connaît bien, hein. Tu peux être fier de ta société, qui est une société vraiment formidable. Fais-nous part de ta fierté. Bah, ma fierté, je la décris souvent, surtout aux jeunes. Là, on va faire graine d'entrepreneur avec la jeune chambre économique. Ma fierté, bon, d'abord, il faut être passionné. Je pense que si on n'était pas tous passionnés, on serait fait larguer par les nouvelles technologies, par tout ce qu'on fait. La première des choses, c'est aimer le boulot qu'on fait. Et nous, on adore notre boulot. Moi, le premier, vous devrez me supporter encore une bonne dizaine d'années. Je vous préviens tous pour ceux qui veulent ma peau. Donc ça, c'est clair. Mais parce qu'on est passionné. La chance aussi cette est notre chance. Quand vous démarrez à 3, vous faites des rencontres extraordinaires. Un jour, je vais pas faire je vous donnerai quelques infos sur les étapes de notre vie professionnelle. C'est que des rencontres exceptionnelles. Je vois mon ami Thierry Bonin qui est ici. Alors pour raconter la petite histoire, je vais t'expliquer pourquoi non seulement je suis optimiste, passionné, je me régale, c'est que ce monsieur, c'est quand même le numéro 3 du groupe Alcatel. Je peux parler du monsieur qui est là, qui est numéro 2 ou 3 du groupe Cisco, parce que j'ai besoin des deux. Ça, c'est clair, ça, c'est fait. Mais quand je dis ça, c'est qu'on est en 2005. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Lambrecht qui prend la direction du Monte Carlo Bay, qui a du mal à sortir de terre. On est en 2003 exactement, il y a 2 ans de chantier. Et là, il faut mettre de l'Alcatel, ok. Et là, on est une petite dizaine. Hein. Il y a 10. On nous a appelés les Village People, je crois. Je ne sais pas qui a dit ça, c'est toi? Non, l'agence touriste, voilà, c'est pas mal aussi. Village People, c'est différent. Les deux marchent aussi. Donc en fait, on est une petite dizaine et Thierry, qui est quand même le numéro 3 d'Alcatel, il descend. Et puis, bon, il y a quelques sociétés qui nous connaissent bien. Et là où on était aussi, il dit, mais c'est avec eux qu'on veut bosser, ils sont tout neufs. On a 3 ans à l'époque, hein, quand même. Hein, 2003, on a créé la boîte en 2000. Hein, donc on a 3 ans, on est 10. Et monsieur a les coronesses pour dire au groupe, on va pas bosser avec des géants. On va bosser avec eux et on gagnait l'affaire. À l'époque, c'était contre Matra. Et Thierry nous a fait confiance et on a gagné, on a continué, on a une amitié sans faille aujourd'hui. Bon, voilà, c'est une succession de rencontres extraordinaires. Aujourd'hui, c'est avec Raphaël et son groupe. Donc ça, c'est que de l'optimisme parce qu'il y a les 3e mi-temps que vous connaissez bien. Voilà, si on n'était que dans de la complexité, on ne serait pas optimiste. Après, je veux dire une chose, c'est que on a la chance. Depuis la venue de Frédéric Ginta, qu'on ait secoué un peu le cocotier du numérique en principauté de Monaco, puisqu'on parlait que de tourisme, on parlait de banque, on parlait d'immobilier, on parlait de finance, etc. Alors le digital, tout le monde s'en foutait. Je suis un peu direct comme d'habitude, mais je rappellerai qu'on est en 2000, donc c'est là où nous on commence notre job. Et c'est vrai que aujourd'hui, le digital est au cœur de tout ce qui se passe. Donc pour nous, c'est un terrain de jeu extraordinaire qui nous remotive encore plus. Mais maintenant, je vous parlais quand même de la difficulté parce que je pense que Jean-Philippe ne me dira pas le contraire. Il n'y a pas d'optimisme s'il n'y a pas un peu de pessimisme quelque part. Bien sûr. Donc, le côté complexe pour nous, et je pense que les DSI qui sont ici vont me rejoindre, c'est qu'on se doit de débroussailler ce bazar du digital. C'est-à-dire que vous êtes des experts, vous savez à peu près sur 1000 solutions qui existent et qu'on lit dans toute la presse qui raconte souvent la moitié de choses que je ne citerai pas un petit peu particulières. Vous savez où vous voulez aller. Mais le tout à chacun, lorsqu'il ouvre un journal spécialisé, c'est juste impossible d'avoir un choix technologique ou de se faire un avis sur quoi que ce soit. Je regardais un jour une personne âgée choisir une clé USB à la FNAC. Je peux vous dire que ça vaut le coup d'œil. Même vous, ça commence à être compliqué de choisir une clé USB parce qu'entre les adaptateurs et les clés USB, je passe l'emballage pourri qui existe, qui fait 3 kilos sur une clé USB. Donc ça, on s'en occupe avec notre présidente au Conseil économique et social, que je salue. Mais je pense qu'on a un vrai sujet. Donc voilà, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros boulot de nettoyage, de débroussaillage qui nous prend énormément de temps. C'est compliqué, c'est le côté un peu obscur.
c'est le côté aussi stressant, parce que des fois, il faut dire des choses pour le bien de nos clients qui ne sont pas forcément les choses qu'ils veulent entendre. Donc ça, c'est notre rôle. Hein. C'est un peu le médecin de famille qui vous dit il va falloir avoir un spécialiste. Et ça, c'est notre job. Donc ça, à la fois, c'est le côté compliqué, mais c'est ce qui nous donne encore plus d'énergie, parce que ce sont des challenges quotidiens, toutes ces situations, et c'est ça qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'on est très, très optimiste. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup.